Merci beaucoup. Écoutez, je tiens déjà à excuser les conditions dans lesquelles je vous fais cette présentation, le Covid m'ayant rattrapé. Mais je suis quand même ravi de pouvoir assurer la présentation du sujet concerné. Alors, je vais essayer de faire au mieux. J'espère que tout est audible et que vous voyez bien le diaporama. Et je vous propose une présentation d'une quinzaine de minutes et puis ensuite on pourra être ouvert à quelques questions dans la foulée si c'est possible. Alors, je viens vous présenter le sujet de l'infirmier de sapeur-pompier et l'outil numérique qui est au bénéfice finalement de la victime. Alors, pour commencer, bien évidemment, je déclare ne pas avoir de lien d'intérêt potentiel avec tout ce que je vais pouvoir dire, donc il n'y a pas de souci particulier, il n'y a pas de laboratoire qui sont mis en jeu dans tout ça. Très rapidement, une présentation succincte sur le département de la Loire pour le situer. C'est un département central proche du Rhône et de Lyon, 785 000 habitants, chef-lieu Saint-Étienne. Donc c'est quand même un département au niveau des SDIS qui est dans les départements plutôt de haute catégorie, même si on a des catégories plus élevées, bien évidemment, en fonction du nombre d'habitants. Alors, le SDIS de la Loire, c'est simplement pour que vous ayez un ordre d'idée, c'est 2900 sapeurs-pompiers environ, dont 80% sont sapeurs-pompiers volontaires, comme dans le principe national aujourd'hui, puisque le modèle de la sécurité civile en France repose essentiellement sur l'activité des sapeurs-pompiers volontaires, qui représentent 80% de nos effectifs à ce jour. Les personnels de santé, alors, sont une entité à part dans les SDIS, dans les services départementaux d'incendie et de secours. Alors, ces personnels de santé sont représentés par des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, des vétérinaires, des psychologues et puis des experts tels que des kinésithérapeutes et puis aussi quelques cadres de santé pour encadrer toute cette activité-là également. Dans la Loire, on réalise environ 50 000 interventions. C'est les chiffres 2021, ils seront plus élevés en 2022, mais comme tous les départements, puisqu'il y a une forte croissance depuis l'an dernier. Et ce qui est important de souligner quand même, c'est que l'activité des sapeurs-pompiers aujourd'hui est majoritairement représentée par 85% de l'activité de secours à personne. Donc c'est essentiellement l'activité de secours à personne qui incombe aux services départementaux aujourd'hui. Alors, pour être très succinct, mais pour vous faire comprendre, il vaut mieux quand même contextualiser les choses. Voilà pourquoi en fait l'infirmier de sapeur-pompier joue un rôle prépondérant dans la prise en charge hospitalière de nos victimes. C'est que les services de santé sont régis par le Code général des collectivités territoriales et qui celui-ci fixe les missions dévolues au service. Alors, pour aller très vite, parce que c'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui, mais pour vous faire comprendre, c'est un package. Il faut que l'on soit médecin, infirmier, pharmacien ou autre, de sapeurs-pompiers. Il faut qu'on puisse remplir l'ensemble de ces missions avec chacun en greffant les compétences dont on dispose. La médecine préventive, la médecine d'aptitude est un point fort de l'activité, mais la médecine d'urgence l'est aussi. Et c'est un point important puisque 85% d'activité, c'est du secours à personne. Et donc, nous, on va venir greffer nos compétences médicales et paramédicales auprès de nos collègues sapeurs-pompiers qui, eux, exercent au niveau des VSAV, hein, des véhicules de secours aux victimes. Alors, on a différentes missions, mais c'est les deux grandes missions principales dont je voulais vous parler. C'est qui légitime en fait notre présence sur le terrain et qui va finalement décliner la stratégie que je vais vous présenter par la suite. Alors, l'idée, dernièrement, là, depuis 2 ans, c'est qu'on souhaite vraiment proposer une offre de soins d'urgence extra-hospitalière qui soit similaire en tout point du département. Alors, ça rejoint des volontés, des velléités présidentielles, hein, puisque si on se souvient, sous le quinquennat Hollande, il avait fixé comme point d'orgue justement de ramener toute la population à 30 minutes d'un service d'urgence, qu'il soit mobile ou terrestre. Alors, l'idée, c'est vraiment ça, c'est que nous, on pousse aussi en ce sens. Et pour illustration, on va prendre la thématique du jour. Donc, l'idée, c'est de pouvoir réduire la variabilité des prises en charge de la douleur thoracique en proposant une stratégie de réponse opérationnelle adaptée. Alors ça, c'est le plan d'action, hein, on est dans
dans la conduite de projet. On va d'abord, je vais vous présenter un petit peu l'existant pour comprendre les choses, l'attendu final, les orientations et puis finalement les déclinaisons opérationnelles, comment on a fait pour essayer de remplir l'objectif, l'enjeu même de proposer une offre de soins uniforme en tout point du département. Le tout, bien sûr, au bénéfice de la victime, puisque toute démarche qualité a pour objectif final de satisfaire le besoin de la victime. Donc là, si on prend notre cas de douleur thoracique, c'est qu'on puisse apporter au plus vite auprès du patient un électrocardiogramme de référence qui permettra d'orienter le patient dans la bonne filière de soins. Alors pour commencer, comme je vous le disais, on va évoquer l'existant en 2022. L'existant, c'est déjà une organisation territoriale. Alors, c'est important parce que pour nous, le maillage territorial, c'est essentiel. Là, vous avez la représentation, alors c'est peut-être pas très gros, mais je vais vous la décrire, du nombre d'infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires par commune ou centre de secours plutôt, comme c'est précisé. Alors, pour ceux qui sont en jaune, c'est quand on en a un ou deux infirmiers dans ces centres de secours-là. Et quand ils sont plus de deux, ils sont représentés en vert. Donc, on a quand même un maillage territorial qui est satisfaisant, mais qui est encore à parfaire. Donc, ça sera une des premières orientations, nous verrons tout à l'heure. Nous avons en existant un PISU. Alors, le PISU, c'est ce qui nous permet de travailler en autonomie dans l'attente d'une prise en charge médicale, qu'elle soit sur place via un SMUR, par exemple, ou sur un établissement de santé par le médecin qui recevra le patient aux urgences. Donc, PISU, c'est protocole infirmier de soins d'urgence. Donc, si l'on prend, on dispose à ce jour de 25 PISU dans notre département. Donc, on est plutôt un des départements qui avons bien évolué là-dessus. On donne une grande autonomie d'action à nos infirmiers de sapeurs-pompiers, mais également d'action, certes en autonomie, mais aussi on pousse assez loin dans le contenu de ces PISU. Donc là, pour celui-ci, justement, on s'est adapté à la configuration et la structure de notre département, qui est, vous le verrez tout à l'heure, bien équipé en SMUR. Donc c'est pour ça qu'on sur ce protocole-là, il a été assez peu poussé. Voilà, je vous expliquerai aussi pourquoi. Et enfin, j'ai proposé aussi la mise en place d'un outil d'aide à la pratique, un outil d'aide à la décision, qui me semble vraiment essentiel à ce jour, hein, parce que si on veut offrir une qualité de prise en charge qui soit adaptée à toute situation, il faut qu'on puisse accompagner nos intervenants. On intervient dans des situations qui sont toujours plus complexes. Bien évidemment que la démarche est toujours simple, les actions sont assez simples aussi, hein, mais on les réalise dans des conditions qui sont pour le moins hostiles. Dehors, au milieu d'un fossé, par temps froid, la nuit, au milieu d'un réveil à 2 heures du matin. Enfin, vous voyez, ces conditions-là qu'il faut qu'on puisse vraiment accompagner nos agents sur le terrain. Donc, ça rentre vraiment dans le cadre d'une démarche d'amélioration et de sécurisation des pratiques. Je vous en parlais, je crois, tout à l'heure dans un atelier, là, quand j'ai commencé à me connecter, vous parliez de l'arrêt cardiaque, vous parliez du facteur humain, on est vraiment dessus. Et c'est essentiel de pouvoir travailler sur ce domaine de manière à accompagner vraiment les prises en charge de terrain, puisque l'infirmier travaille isolément dans sa compétence. Il n'aura pas d'autres collègues avec lui sur le terrain, il aura simplement des collègues secouristes, mais qui n'ont pas la même compétence que lui, et il ne sera pas également armé d'un médecin. Alors, bien évidemment, le médecin régulateur sera là pour le guider dans ses choix, dans ses décisions et dans ses actes. Alors, l'attendu à terme, c'est celui qui était finalement fixé sous le quinquennat Hollande. Il a été repris dans le cadre du document de mise en cohérence du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques du département de la Loire et du schéma régional de santé. Donc finalement, c'est là où vous vous rendez compte que les deux institutions, les services départementaux d'incendie et de secours et les ARS, essayent de travailler de plus en plus en collaboration pour fournir une offre de soins qui soit la plus adaptée possible à la victime, à la population. Donc on pense population. Donc je vous remets un petit peu la couverture et avec une politique de recrutement qui est ciblée, on évolue là-dessus énormément. Alors, les orientations diagnostiques. Voilà, on a essayé de mener justement un travail d'analyse et de couverture du département sur les zones qui se situent à plus de 30 minutes d'un SMUR ou à plus de 30 minutes d'un VSM. Alors les VSM, ce sont nos véhicules de secours médicaux, sapeurs-pompiers, hein, qui sont armés par nos infirmiers et qui travaillent sur protocole en garde de 7h à 19h.
Donc, on en dispose de 6 à ce jour dans le département qui viennent en fait, alors vous ne pouvez pas le voir, je ne peux pas vous le montrer, mais qui viennent faire suivre un petit peu cette colonne vertébrale-là, de manière à ce que la couverture des départements soit la meilleure. Pour autant, on se rend compte qu'avec cette cartographie isochrone, on a identifié des zones qui sont encore trop isolées d'un moyen de médicalisation ou de paramédicalisation, ou médicalisation sur protocole, et notamment de réalisation d'électrocardiogramme dans le cadre de la douleur thoracique. Donc, on s'est fixé des zones prioritaires, des zones secondaires, que vous voyez ici, les zones secondaires en vert, et les zones prioritaires en rouge, parce qu'on l'a corrélé aussi au nombre d'interventions et l'occurrence potentielle d'intervention. Ça fixe un petit peu la géographie et nos problématiques départementales. Alors, la déclinaison opérationnelle, elle vous permet de voir avec l'existant en SMUR. Hein, je vous ai identifié tous les SMUR que nous avons dans le département. On a une certaine richesse, donc c'est une chance aussi. C'est pour ça que les protocoles sont faits pour qu'on puisse être autonome pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, les SMUR prennent le relais derrière nous. Et nos VSM sont aussi finalement greffés sur des zones qui sont pas forcément armées de SMUR, mais où la densité de population est forte. Donc, vous avez compris la suite. L'idée pour nous, c'est de déployer stratégiquement des appareils multiparamétriques en dehors des VSM déjà armés. Tous nos VSM, que vous voyez affichés en rouge ici, sont déjà armés de scopes multiparamétriques connectés qui permettent de transférer toutes les données directement au SAMU pour la régulation la plus rapide possible. Néanmoins, il nous faut armer toutes les zones qu'on a identifiées en rouge et en vert, de manière à ce que toute la population soit couverte par un électrocardiogramme potentiel en moins de 30 minutes. On souhaite aussi envisager l'extension des compétences des sapeurs-pompiers qui est fixée par la loi Matras, c'est la loi du 25 novembre 2021, qui permet d'ouvrir le champ de compétences des sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, mais des sapeurs-pompiers non professionnels de santé. Donc, des actes diagnostiques et des actes thérapeutiques sont mis à disposition des services d'incendie et de secours, s'ils le souhaitent, pour justement répondre à la carence médicale, hein, puisque si on veut aller jusqu'au bout, jusque-là, c'est pour ça que l'extension des compétences est en marche, est en ordre de marche. Donc, notamment dans les actes diagnostiques, il est proposé que le sapeur-pompier non professionnel de santé puisse réaliser un électrocardiogramme qu'il pourra télétransmettre au médecin du SAMU pour qu'il puisse là aussi juger de la situation en se référant à l'électrocardiogramme et à la clinique qui sera exposée. Donc voilà, en 2022, nous avons donc lancé ce programme où on a déjà fixé et répondu à nos zones blanches, hein, où on a déjà pu déployer des scopes multiparamétriques sur ces zones, et ça fonctionne déjà plutôt très bien. Et 2023, là, on tapera beaucoup plus fort, puisque l'idée, c'est que à terme, dans tous les cas, en 2026, nous disposions d'un multiparamétrique par ambulance, pas par centre de secours, mais par ambulance, par VSAV, ce qui pour nous représente 99 engins, donc une centaine d'engins, on verra à ce moment-là. Mais l'idée, c'est que toute la population puisse bénéficier du même recours. Parallèlement à ces projets-là, nous venons de finaliser la numérisation des bilans, où toutes nos ambulances du département, et VSM compris, sont équipées à ce jour de tablettes permettant de dématérialiser le bilan qui est réalisé sur le terrain, de pouvoir adjoindre des photos notamment au bilan et adjoindre des électrocardiogrammes qui seront réalisés par les scopes multiparamétriques. Donc tout fonctionne plutôt très bien et c'est vraiment une belle plus-value pour l'instant pour la prise en charge de nos victimes. Alors pour petite illustration, nos pathologies cardiaques en 2021, les infirmiers de sapeurs-pompiers ont été amenés à rencontrer environ 600 pathologies cardiaques, 131 concernant un arrêt cardio-respiratoire, 165 pour des douleurs thoraciques avérées et puis 296 pour des levées de doute. Donc le schéma classique, je vous le présente et après je vous en ferai l'illustration sur un cas bien particulier. On réalise un électrocardiogramme via le multiparamétrique. Il est télétransmis via la tablette. La régulation médicale le prend en compte. Il y a un engagement de VSAV et peut-être d'un renfort SMUR en fonction. Et vous arrivez, vous, en bout de chaîne, en bas à droite ici,
puisqu'on est là sur la zone hospitalière avec le plateau de coronarographie si besoin. Alors, un petit retour d'expérience, mais qui est assez parlant et qui montre l'intérêt de tous ces outils et de la fonction de l'infirmier de sapeur-pompier. Homme de 64 ans, douleur thoracique rétrosternale depuis 16h30, au cours d'une séance de bricolage sous forte chaleur. Antécédents notoires, essentiellement hypercholestérolémie traitée. Les éléments associés, sueur, une fréquence cardiaque qui a 80 battements par minute, et puis une hypertension, enfin une tension sur un versant hypertendu à 165/90 symétrique. L'engagement des secours se réalise qu'à 18h03, puisque l'appel a lieu à ce moment-là. L'arrivée du VSAV et du VSM, donc d'un équipage secouriste et de l'infirmier dans son VSM, arrive à 18h09 sur les lieux. Le contact avec le régulateur pour un passage de bilan clinique des éléments se réalise à 18h14. Selon la procédure qui est discutable, mais qui est comme ceci dans notre département, c'est le médecin régulateur qui prescrit finalement, qui décide si oui ou non il a un intérêt pour lui à avoir un électrocardiogramme. Donc, décision étant prise, l'électrocardiogramme est envoyé par l'infirmier de sapeur-pompier à 18h20. Donc, je vous laisse observer, vous connaissez parfaitement tout ça, l'infarctus du myocarde qui est mentionné, qui est prégnant ici. Continue. Gaël, il va falloir conclure dans pas trop longtemps, s'il te plaît. Oui, j'en ai pour 2 minutes. On envoie un SMUR terrestre finalement. VVP bilan. À ce moment-là, 18h30, fibrillation ventriculaire. Une réanimation cardio-pulmonaire est engagée. Un choc électrique externe en mode DAE, réalisé par l'infirmier avec l'équipage. 18h31, reprise d'activité cardiaque spontanée. 18h36, le médecin régulateur prescrit par téléphone de réaliser de l'amiodarone en nivellant en attendant l'équipe médicale du SMUR. Envoi de l'ECG numéro 2. Et puis 18h50, le SMUR arrive et le patient se retrouve à 19h30 en salle de coronarographie. Donc je vous laisse observer les images pour aller très vite, vous connaissez bien mieux que moi tout ça. Les sténoses sont bien présentes. Et pour terminer, retenons simplement que le développement des compétences à la fois des infirmiers de sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers dans l'avenir rentreront dans le cadre d'une stratégie d'amélioration des pratiques professionnelles. La numérisation est en cours, la stratégie de couverture du territoire également, et tout ça afin de réduire les délais de reperfusion dans votre cas particulier. Je vous remercie de votre attention et puis je suis ouvert à quelques questions si vous le souhaitez. Malheureusement, on n'aura pas le temps pour les questions parce qu'on a dépassé et voilà, il y a encore 3 autres orateurs. Pas de souci. Merci pour cette présentation et pour cette présentation à distance. Merci d'avoir assuré quand même. Oui, je suis désolé si c'était pas si audible et intéressant qu'en présentiel, mais j'ai essayé de faire au mieux au vu des conditions. Je vous remercie en tout cas. Je vous souhaite un excellent congrès. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Donc on accueille maintenant Emeline et Pauline de Nice qui vont nous parler de l'écologie à l'hôpital, enfin en réanimation, exactement. Oui, il faut juste monter le... Faut monter l'interrupteur là comme ça. Bonjour à tous. Bonjour à tous, donc c'est Emeline et Pauline, on est infirmières en réanimation, on n'est pas vraiment en cardio, mais on va essayer d'adapter un peu notre projet. Ouais. Ouais. Du coup, bien sûr, on n'a pas d'intérêt potentiel à déclarer à part celui avec la planète, comme tout le monde. En petit rappel, du coup, le développement durable, d'après le rapport Brundtland en 87, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans jamais compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Il est composé principalement de 3 piliers, l'environnemental et l'économique, et aussi le social qu'on a tendance à oublier. La responsabilité sociale des entreprises, pour la Commission européenne, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Du coup, toutes nos structures de soins en font partie. L'écologie et le développement durable, c'est donc une préoccupation sociétale avec une législation qui s'étoffe. Ça commence avec les accords de Kyoto. Et nous, ce qui va nous intéresser principalement, ça va être le décret 5 flux et le décret des déchets non dangereux valorisables. Pour rappel, les établissements de santé génèrent 700 000 tonnes de déchets par an, ce qui représente à peu près 1 tonne par lit d'hospitalisation, quand un citoyen français en génère en moyenne 360 kilos. Le bloc opératoire, lui, représente 20 à 30% des déchets du système de santé. Écol'Hôpital, c'est un projet qu'on a écrit, nous, en pleine crise Covid, après s'être inspiré de plusieurs structures de soins qu'on avait eu la chance de visiter avant cette crise. Pendant tout le Covid, nous, on nous a demandé de tout mettre dans des sacs d'acerie sans réflexion, ce qui nous a plutôt marqué, vu l'importance des déchets et des emballages à usage unique que nous utilisons dans notre service. On avait participé à l'appel à manifestation d'intérêt de 2020, qui a été du coup lauréat. On a toujours été soutenu par notre encadrement et c'est un travail qui a été fait en collaboration avec l'équipe développement durable de l'hôpital, avec les ingénieurs, la logistique et aussi tout ce qui était communication. Le bloc opératoire était inclus dans le projet, seulement à Pasteur, dans notre hôpital. C'est un gros bloc avec beaucoup de problématiques, d'équipes différentes. Du coup, c'est en train d'être mis en place, mais c'est d'autant plus compliqué à réaliser que dans notre service à nous. Mais on y croit. Au niveau des objectifs de notre projet, il y avait donc la réduction des déchets qui était avec principalement tout ce qui était centrale d'achat et choix en amont fait par l'institution. Il y avait aussi l'analyse du cycle de soins et l'éco-soin qu'Emeline parlera un peu plus tard. Au niveau du tri sélectif, il faut savoir qu'en gros, il y a 20% de dasseries, le reste sont des ordures ménagères. Donc avant tout, il faut surtout revoir le tri sélectif avec dasseries et DAOM en fonction de vos établissements, parce que les protocoles peuvent varier légèrement. Et ensuite, une fois qu'on trie correctement ces deux types de déchets, il est alors possible de revaloriser tout ce qui est emballage, avec du coup la création de la filière qui est arrivée en même temps que notre projet dans l'institution. Et ensuite, la revalorisation avec les filières spécifiques, les dispositifs métalliques médicaux, et donc la gestion des 5 flux, qui est le bois, le métal, le plastique, carton, papier et verre. Au niveau des actions que nous avons faites, il y a eu donc sensibiliser, communiquer, motiver, former, en se rendant compte quand même qu'il faut garder les choses faciles, accessibles, et que ce soit simple dans la mise en route. Cela n'empêche en rien la qualité du travail et la prise en charge de nos patients, voire au contraire, en plus, ça parfois en redonne du sens. Au niveau des choix des installations, on s'est rendu compte quand même qu'il fallait, avant s'emballer et choisir vite des poubelles et autres, d'abord tester en fonction de la configuration des lieux qui ne sont pas les mêmes. Il faut que ça reste donc fonctionnel. Pour vous qui, en cardiologie, où il y a pas mal de blocs opératoires, il y a aussi toutes les restrictions des cartons qui ne peuvent pas rentrer, etc. Donc il faut aussi s'adapter à ça. On s'est aussi rendu compte au niveau de la communication qu'il fallait mieux d'abord avoir un protocole établi plutôt que de donner des informations qui sont plutôt susceptibles de changer, parce qu'une fois que les gens ont une idée en tête, en général, les mauvaises habitudes perdurent et restent. Au niveau du tri sélectif et de la revalorisation, il fallait surtout renforcer et élargir les filières qui existaient déjà et qui étaient parfois méconnues de l'équipe, et ensuite travailler avec les prestataires pour voir ce qui était possible de faire et d'améliorer. Et bien sûr, rappeler à tout le monde qu'il faut éteindre les lumières, les ordinateurs, prendre les escaliers, et utiliser des gourdes. En ce qui concerne les outils, donc on a l'analyse du cycle de vie, c'est l'outil le plus abouti en matière d'évaluation globale et multicritère des impacts environnementaux d'un produit ou d'un service tout au long de son cycle de vie. On dit qu'il va du berceau à la tombe, puisqu'effectivement il part de la matière première, de la conception, de la fabrication, du transport, de l'utilisation et enfin de sa fin de vie. La seule limite, c'est qu'il est uniquement environnemental et que du coup il ne prend pas en compte la dimension et sociale et économique.
Pour ce qui est des traitements, il faut également aller vers une pharmacopée plus verte. Pour cela, la Suède a créé un index qui s'appelle l'index PBT, qui prend en compte la persistance, la bioaccumulation et la toxicité, afin de permettre d'évaluer le risque de contamination des eaux. Cet index va de 0 à 9. Bon, il a encore quelques progrès à faire, puisqu'en anesthésie, par exemple, le propofol est mieux noté que les gaz halogénés, alors qu'il a quand même un score qui est à 6 sur 9, ce qui ne nous paraît pas quand même ouf. Cet index a aussi ses limites, puisque de un, il n'est pas reconnu au niveau international, et qu'en plus, il n'y a que seulement 300 médicaments qui sont recensés. En ce qui concerne l'éco-soin, donc éco-concevoir un soin, c'est en maîtriser ses empreintes écologiques et énergétiques. C'est une clé pour décarboner le secteur de la santé tout en diminuant l'impact du soin sur l'environnement. C'est une démarche valorisante du cycle de vie, sans bien sûr, comme le disait Pauline, en dégrader le soin, ni sa qualité. N'oublions pas, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc à partir de là, on va vous donner un peu des exemples. Donc au niveau des médicaments, il faut éviter de préparer en avance. Par exemple, au bloc opératoire, on sait puisque le bloc est inscrit dans notre projet, qu'il y a encore beaucoup d'IAD qui préparent leur plateau en avance. C'est vrai qu'il faut essayer de retravailler sur ça. Par exemple, nous, en tout cas, on évite de préparer des seringues trop tôt et on attend plutôt les prescriptions médicales. Il faut, si c'est possible avec l'établissement, essayer de demander des seringues pré-remplies. En ce qui concerne les pansements, il faut surtout ouvrir avant de préparer le matériel afin d'ajuster. Il faut garder le matériel stérile non utilisé pour une utilisation qu'on appellerait propre. Et surtout, il faut revoir les protocoles de service pour tout ce qui est plaies propres et qui peuvent se faire au sérum physiologique. Au niveau du bloc opératoire, il y a plein de procédures qui se sont mises en place ces dernières années. Ce qu'on appelle la procédure RAC, qui est la réhabilitation adaptée et anticipée après chirurgie. Tout ce qui est patient debout allant au bloc opératoire et également l'ambulatoire qui permet de réduire considérablement l'impact écologique. Au niveau de l'alimentation, il faut, avant d'arriver avec le plateau dans la chambre des malades, tout repenser le soin, demander l'appétit du patient, est-ce qu'il a faim, parce que sinon, c'est des plateaux entiers qui sont jetés dans la poubelle et il y a vraiment peu d'intérêt. Le but, c'est d'adapter le régime afin d'éviter le gaspillage. Et bien sûr, ça aura une conséquence sur la nutrition et notamment la dénutrition du malade. Enfin, merci le Covid, puisque la téléconsultation et la télémédecine a quand même bien évolué avec ça. C'était des choses qui se faisaient avant, mais vraiment très peu. Et depuis, ça a quand même eu beaucoup d'impact. Donc il y a une étude, je crois, de 2017 qui montrait finalement l'impact de cette téléconsultation sur les kilomètres économisés. Alors, j'ai plus en tête les chiffres, mais c'était quand même assez impressionnant. Donc, en ce qui concerne le tri sélectif, les dispositifs métalliques médicaux, donc il en existe de différents types, on vous les a un peu cités, l'argent, le cuivre, l'aluminium, le titane, le lithium. Donc à retenir que quand même c'est des métaux qui sont quand même précieux, qui sont nobles et qui sont quand même très bien recyclables. C'est pour ça qu'ils ont quand même un intérêt afin de les revaloriser et de leur donner une seconde vie. En ce qui concerne le plastique et les emballages, comme le disait tout à l'heure Pauline, depuis 2016, avec la loi des 5 flux, c'est une obligation pour les entreprises. Au niveau du territoire, il y a une grande disparité où cette revalorisation est faite uniquement en fonction des infrastructures de gestion des déchets. Par exemple, à Nice, suite à un incendie, on a perdu notre usine. Donc, il y a eu un relais de fait et pour l'instant, il y a création de combustibles solides de récupération pour chauffer les cimenteries. Donc à savoir que c'est toujours mieux puisque cela va diminuer l'utilisation de matières fossiles. Mais chacun n'est pas dans le même cas que nous. Par exemple, à Nîmes, je continue. Par exemple, à Nîmes, l'hôpital a lui-même sa propre ligne de tri des déchets dans son hôpital et ce n'est pas un prestataire extérieur qui s'en occupe. Au niveau du verre médical, il n'y a aucune filière en France qui existe, ce qui est assez dommage quand même, puisque c'est un des seuls matériaux qui est recyclable à l'infini. Apparemment, ce serait des problèmes de température de four pour lesquels du coup, les sociétés ne voudraient pas vraiment investir, malgré quand même la qualité du verre qui est très précieux et la demande qui est en augmentation. Donc pour notre projet et pour, je pense, tout le reste, on a eu quelques difficultés. On travaille quand même dans une grosse structure dans laquelle la communication entre les différents services
notamment ceux du soin et de la logistique, sont quand même difficiles, avec des quotidiens qui sont différents et une réalité qui est quand même pas la même. Par exemple, nous, en écrivant le projet, on s'est rendu compte qu'il y avait des filières qui existaient et on n'était pas vraiment au courant. Donc ça, c'est aussi important d'aller chercher ces informations. On n'a pas tous la même sensibilité par rapport au tri et du coup, il faut essayer petit à petit de faire changer les mentalités, les habitudes. Nous, on a des collègues qui maintenant trient à l'hôpital alors qu'ils ne triaient pas chez eux. Bon, c'est une petite fierté quand même. et enfin, la conception, la fabrication. Il y a quand même un gros manque d'obligations pour les sociétés. Il y a un gros manque de législation aussi. Nous, elle évolue, mais chez eux, c'est aussi difficile. On a un gros problème de matériaux mélangés et indissociables qui compliquent du coup le tri et sa revalorisation. Et enfin, en conclusion, le tri sélectif au sein des services de soins et des établissements de santé ont quand même une grosse marge de progression. Le concept d'éco-soins et d'éco-conception sont nouveaux et vont tendre vers une diminution de l'impact environnemental dans le secteur de la santé. Il faut juste être patient. La législation avance doucement, mais avance quand même, ainsi que les outils d'évaluation pour nous permettre de l'évaluer. Il ne faut pas oublier que c'est un projet en collaboration et que chaque geste compte. Pour nous, il a été transversal et pluridisciplinaire. On remercie du coup notre équipe de développement durable qui a quand même été très présente pour le projet, notre encadrement et surtout l'ensemble de nos collègues sans qui ce projet n'existerait pas. Et surtout, la planète vous dit merci. Merci pour cette présentation avec un thème d'actualité. Au niveau de... Donc, vous intervenez au niveau de la formation des équipes interservices. C'est vous qui allez donner la bonne parole ou ça passe par les cadres? Comment ça se passe? Nous, on a écrit le projet en étant au cœur du service et au cœur des soins. Ça a été fait en parallèle avec un changement de prestataire de déchets dans notre hôpital qui a permis la création de la filière emballage. Je pense que nous, on intervient au fur et à mesure un peu aussi aux gens qu'on rencontre au sein même de l'hôpital. C'est une filière qui est vraiment en cours de création et qui est très compliquée dans une grosse structure parce que voilà, la réalité des différents services n'est pas la même pour tout le monde. Je pense que l'écriture de notre projet a permis aux services logistiques de mettre un pied dans la réalité du terrain. Et après, effectivement, régulièrement, on nous demande d'intervenir pour un peu expliquer le projet. Et là, vous êtes sur Pasteur? Oui. Et c'est juste sur Pasteur ou c'est aussi à l'Arche, enfin les autres entités Nous, en fait, on a commencé à trier les emballages il y a 1 an. En l'espace de 3 mois, on avait récolté plus d'1 tonne d'emballage, ce qui était plutôt pas mal quand on voit le poids d'un emballage particulier. Après, voilà, ça commence petit à petit. On a été le service test parce qu'en ayant écrit ce projet-là, ça permettait vraiment de faire un lien. Et au fur et à mesure, les poubelles, les conteneurs s'installent dans les déchets. Et puis, il a fallu créer le protocole aussi, qui est donc différent. Et là, pour le coup, vraiment pour nous, puisque ça devient des briques de combustible. Voilà. Et après, c'est toute la communication qu'il faut faire. Enfin, ça paraît très bête comme ça, le tri sélectif, mais c'est bien plus compliqué que ça à mettre en place. Alors moi j'ai une question parce que je le vois au blog, ça a été facile de faire adhérer les médecins à ça parce qu'on leur met une poubelle, franchement on leur dit ça va pas dans la poubelle jaune, ça va dans la poubelle noire, mais il suffit que la poubelle jaune elle soit là pour que voilà, ça aille et pas à côté quoi. Ouais, alors j'ai oublié de le dire, mais effectivement en petite technique, vous pouvez mettre d'abord les poubelles noires en avant et les poubelles jaunes derrière. On peut mettre des plus petits sacs jaunes. Et après, nous, on a beaucoup d'internes dans notre service et la jeune génération est quand même un peu plus sensible. Et puis, régulièrement, nous crions emballage lors des soins, ce qui permet de rappeler à tout le monde ce qu'il faut faire. Bonjour. Bonjour. Alors, nous, on vient de la clinique Pasteur à Toulouse. Et le tri des déchets se fait... ça fait 8 ans que je suis au bloc et ça fait 8 ans qu'on fait du tri de déchets. Alors, on a un conteneur à verre qui est différent de la poubelle. On a retiré les poubelles jaunes au maximum. Le seul problème, c'est qu'on s'est rendu compte que tous ces déchets, en fait, allaient dans le même conteneur et qu'en fait, il n'y a qu'un seul service de poubelle qui vient tout ramasser et que le tri de déchets s'arrête là, à la porte du bloc. C'est ce qu'on disait, en fait, tout dépend vraiment des territoires et de ce que proposent les usines aussi. Finalement, parce qu'en fait, nous, on a beau trier, s'il n'y a pas les filières qui existent après, c'est compliqué. Voilà, nous, on a beaucoup hésité aussi à un moment avec la réalité de dire mais est-ce qu'on fait trier les gens alors que ça ne sert pas vraiment.
Je pense que dans tous les cas, c'est bien de le faire parce qu'un jour, on n'aura pas le choix et c'est plus difficile, on va dire, d'éduquer un grand nombre. Donc, du coup, je pense que c'est bien. Après, voilà, je sais que ça dépend vraiment de la suite aussi. Nous, la nouvelle usine de revalorisation, par exemple, est en construction. Mais je comprends le désarroi d'apprendre ça. Bah oui, c'est surtout que j'ai fait 2 services dans la même clinique, 2 services où l'on trie, et ça fait plus de 10 ans. Et en fait, est-ce qu'il faut voir ça avec la communauté, avec la commune? Est-ce qu'il faut voir ça avec nous, notre établissement? Presque, c'est pas le prestataire qui s'occupe lui-même du tri après? Non, je pense pas. Non. Non, vraiment, toutes les poubelles sont rassemblées dans une même poubelle, en fait. Ben non. Ouais, parce que nous, on est allé, nous aussi au début, on a eu beaucoup de craintes et de peur. On est carrément allé visiter l'usine de tri de notre poubelle emballage, par exemple, parce qu'on ne pouvait pas demander à une équipe de 100 personnes, enfin même plus, on est presque 250 dans notre équipe, on ne pouvait pas leur demander de trier. Enfin, nous, il fallait que derrière, on sente vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Et on avait beaucoup de questionnements. En fait, on s'est quand même rendu compte que le tri n'était pas vraiment fait avant et que tout passait dans les machines, dans cette usine, et que finalement, le dernier tri était fait à la fin manuellement. Et donc, nous, on avait envie de faire davantage de choses, et en fait, on a été bloqués aussi, puisque tout ne se passe pas toujours comme on veut. À Toulouse, en plus, excusez-moi, je squatte un peu le micro. Du coup, à Toulouse, je sais qu'on a une usine... Je suis désolée, mais après, le problème, c'est que la salle est prise et on a encore 2 présentations. Pardon. Je suis À Toulouse, il y a une usine de traitement du papier, en plus. Donc, c'est con. Merci beaucoup. Et on accueille maintenant Sophie et Laurine d'Haguenau pour nous parler de l'information post-SCA avant sa sortie. Là, ça va. Donc bonjour, moi c'est Laurine, voici Sophie, on est infirmière en cardiologie à l'hôpital de Haguenau qui se situe en Alsace et on va vous présenter notre projet qui s'intitule Mon cœur et moi. C'est une procédure interservice d'information aux patients qui ont fait un SCA, donc syndrome coronarien aigu. Nous n'avons pas de lien d'intérêt. Pour contextualiser, donc les patients qui ont fait un IDM se retrouvent en salle de coronarographie où l'artère occlusée est traitée. Ensuite, ils se retrouvent en unité de soins intensifs continus pour environ 48 heures. Et à l'hôpital d'Haguenau, on a 2 services de cardiologie. Après l'USIC, ils se retrouvent dans ces 2 services de cardiologie générale. Donc on a constaté qu'on avait un manque de support d'information ou des supports incomplets, qu'on n'avait pas forcément donné une information systématique aux patients qui ont fait cet IDM et qu'on n'avait pas de traçabilité non plus entre les services et pas de lien entre les 3 services de ce qui a été dit, par exemple aux soins intensifs sur la maladie. Donc l'objectif principal, c'était d'uniformiser et structurer l'information aux patients ayant fait un SCA au sein des 3 unités de cardiologie à l'aide d'un support propre au centre hospitalier de Haguenau. Pour le patient, l'objectif, c'était qu'il connaisse sa pathologie, son traitement, ses facteurs de risque et son suivi, qu'il prenne vraiment conscience du caractère chronique de la pathologie et qu'il adhère bien sûr à la prise en charge ainsi pour éviter la récidive. Pour l'élaboration du projet, on était 5 infirmières qui représentaient les 3 services de cardiologie. On a été aidés bien sûr par les cadres de santé et différents intervenants comme les cardiologues, psychologues, assistantes sociales, la médecine du travail et l'équipe des ISCARE. Donc ça, c'est notre outil informatique qu'on utilise à l'hôpital. La chronologie, donc ça a débuté en septembre 2019. Bien sûr, on a été interrompu par la pandémie pendant un certain temps, jusqu'à la phase test en janvier 2022. Donc, on a mis en œuvre et formé les équipes dès mars 2022, donc c'est assez récent.
Pour le cheminement, on a d'abord défini les différents axes prioritaires, donc ce que le patient devait absolument savoir, et on a fait des recherches d'informations à partir de sources fiables. Ensuite, on a choisi les supports qu'on a utilisés, donc un livret, trois vidéos et l'outil DXCare. Ensuite, on a fait la rédaction du livret de manière à ce que ce soit vraiment compris par le plus grand nombre de personnes. Ensuite, on a mené une réflexion autour de la mise en œuvre dans le service. Donc, comment on va le présenter aux patients, comment on va l'intégrer dans le plan de soins et surtout comment on va suivre l'évolution de l'information au niveau du dossier patient. Pour cela aussi, on a formé les équipes. Donc, bon, c'était une charge de travail en plus qu'il fallait mettre en place pour les équipes. On a élaboré une présentation PowerPoint. On a créé des fiches mémo à l'usage des soignants qu'on a aussi affichées dans le service. Et on a réalisé différentes sessions de formation pour qu'on puisse vraiment former le maximum de personnes dans le pôle cardiovasculaire. Alors, moi, je vais prendre la suite. Donc, il faut que je prenne ça. Oui. Oui. Alors, donc, on a intitulé notre démarche « Mon cœur et moi », parce qu'il fallait bien lui donner un nom. Et voilà, donc on a 3 différents supports. Donc on a un livre d'information Mon cœur et moi, que voici. J'en ai fait circuler quelques-uns, vous pouvez les voir. On a aussi emprunté à AstraZeneca, avec leur bénédiction bien sûr, 3 vidéos Mon cœur, ma bataille, qu'on peut voir sur YouTube. Et on utilisait DXCare pour c'est notre dossier informatisé du patient, DXCare, et donc pour planifier et transmettre donc cette information. Donc le livret comprend plusieurs choses. Donc on a une explication de la pathologie. Je ne sais pas si j'arrive à montrer en même temps peut-être. Voilà, donc on a vraiment fait une synthèse vue et revue avec les médecins, le choix des mots pour être vraiment compréhensible par la plupart des personnes, avec des schémas aussi. On a la prise en charge médicale qui commence par la salle de coronarographie, ce que le patient a vécu en fin de compte. Des petits schémas aussi de la pose du stent pour qu'il puisse se représenter la chose. Ben, voilà, l'identification des facteurs de risque, les signes d'alerte et la conduite à tenir, les traitements. Quelques mots sur la prise en charge psychologique et sociale pour que le patient puisse savoir que ça existe et qu'il puisse y avoir accès. La vie d'après aussi pour le retour à domicile, les choses importantes. La réadaptation cardiaque, Cœur en forme, c'est comme ça que ça s'appelle notre unité d'éducation thérapeutique qu'on propose au sein de notre hôpital. Les clubs Cœur et Santé de la région, le suivi médical, la périodicité des rendez-vous, ce genre de choses, les nouvelles habitudes de vie concernant les facteurs de risque et les questionnements éventuels que les patients pourraient avoir, notamment sur la reprise du travail, la conduite automobile, la sexualité avec ce nouveau traitement. Voilà. On a aussi des liens pour les vidéos qu'on présente aux patients pour qu'ils puissent les regarder à domicile encore. Voilà. À l'arrière du livret, on a donc intégré un tableau qui nous permet d'utiliser facilement cet outil au lit du patient, parce qu'il faut quand même imaginer que dans les services, une procédure supplémentaire, c'est jamais toujours bien accueilli par les équipes, ça fait du travail supplémentaire. Et donc on a élaboré ce petit tableau pour que ce soit plus facile, qu'on n'ait pas besoin de retourner, de regarder l'ordinateur, retourner dans la chambre, etc. Donc on peut tout faire au lit du patient et reprendre après dans les transmissions. Voilà. Donc on coche, on fait un 31. Voilà, donc les vidéos. Source AstraZeneca, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc on a des tablettes numériques dans les services qu'on met à disposition des patients. Voilà, donc on leur met, s'ils ne savent pas s'en servir, on leur explique, ils ont juste à cliquer, avec le doigt, voilà, et puis c'est tout simple. Et ça reprend en partie le contenu du livret. Donc ça fait la répétition d'informations pour qu'il reste le plus de choses possibles après, quoi. Voilà, et donc notre outil DXCare, on a créé un protocole de planification sur 2-3 jours adapté à chaque service sous forme de prescription soignante.
Et ça, c'est en fait pour que ce ne soit pas oublié, hein, parce qu'on veut vraiment systématiser cette information pour que personne passe à travers les gouttes et reparte de l'hôpital sans avoir eu son information. Voilà. Et on a aussi dû choisir une cible de transmission existante, hein, parce qu'on ne peut pas en créer. Voilà, donc ouais, ça tu peux montrer. Voilà, donc on a fait des items pré-remplis, comme ça pour nos collègues, c'est très facile à remplir. Ils ont juste à sélectionner la cible, à cliquer pour voir ce qui a été fait. Il n'y a vraiment pas d'écriture supplémentaire à faire, quoi. Voilà, on vous a fait une petite vidéo de présentation. Comme ça, vous pouvez plus vous représenter comment ça fonctionne chez nous. Il faut que tu appuies sur la barre espace, je crois. Ah si, c'est bon. Tu vas. Ça, c'est l'arrivée du patient à l'USIC. Ma collègue signera des autographes si vous voulez après. Là, ça commence dès l'USIC, hein, pour les gens qui sont réceptifs. Voilà, c'est le moment où le patient est transféré dans le service de cardiologie. Je sais que dans d'autres endroits, il reste au même endroit. Il y a la surveillance qui s'allège, mais chez nous, ça se passe comme ça. Dans les surveillances télémétriques après. Voilà la tablette. On ne s'installe pas toujours à côté du patient non plus. Ça va souvent beaucoup plus vite. Il y a un problème. C'est vrai d'appuyer sur... Elle est trop lourde ta vidéo. Il y a quelqu'un qui gère la technique ou... Sinon, on fait échappe. Ah, ça recommence. Chez moi, sur l'ordinateur, ça marche. Non, pas tout à fait. Si je débranche là. Ça marche là, mais pas là. Ça ne marche plus. Bah non, là il n'y a rien qui se passe. Vous n'avez pas débranché? Non, on n'a touché à rien. Bon voilà, juste pour vous expliquer, en fait, sur la vidéo, on voit, en fait, on a créé des étiquettes pour les facteurs de risque. Et voilà, bon, c'est un outil de TP, en fait, hein, mais c'est quelque chose qu'on utilise du coup dans le service pour l'information. Et ça commence déjà à être avec une petite évaluation derrière pour voir si le patient il a compris ses facteurs de risque. Donc il est obligé de prendre la plaquette avec tous les facteurs de risque dans la main, il est obligé de choisir, et puis là il s'interroge. On le voit, ça fonctionne très très bien, hein. Les gens, vraiment, ils regardent ça, ils l'accueillent aussi avec bienveillance, hein. Ils vont vraiment réfléchir, ah bah oui, c'est pas forcément même des facteurs qu'on aurait identifiés nous, mais ouais, d'accord, ok, oui, sédentarité. On ne peut pas savoir de prime abord ce que le patient il fait dans la vie, quoi. À la suite. Voilà. Pardon? Non, mais j'ai la feuille. Non, ça marche pas. Donc, ok. Voilà. Donc, au niveau de l'évaluation de cette pratique, on n'a pas fait quelque chose vraiment de formel, mais on a un bon retour du ressenti des patients et également de nos collègues. Après, on a vraiment fait en sorte de leur faciliter la procédure, quoi, hein. Et pour la suite du projet, on aimerait bien réaliser effectivement une évaluation formalisée avec un questionnaire de satisfaction. On voudrait bien utiliser aussi ce livret adapté à des personnes non SCA, parce que là, vraiment, on avait ciblé le SCA. Par exemple, pour l'hôpital de semaine, enfin, là, voilà, les coraux programmés, quoi. Voilà. Il faudrait aussi qu'on le traduise dans d'autres langues, hein, parce qu'on a quand même une grosse population allemande, turque, essentiellement, après d'autres bien sûr, hein. Voilà.
Et donc voilà, on aimerait bien faire d'autres choses pour d'autres pathologies dans ce sens-là. Il y a même un médecin qui m'a dit « Ah, vous pourriez faire un site internet, ce serait bien. » Oui, voilà, on peut faire plein de choses. Est-ce que vous avez des questions? Merci pour cette présentation. J'en ai une. En fait, donc ça, c'est fait en service et pas en éducation thérapeutique. Oui, c'est fait en service. Ouais. Donc en fait, une infirmière prescrit, donc vous, dans Dexcare, il y a une prescription infirmière, et de là, comme une prescription médicale, dans le plan de soins, Oui, les infirmières du service. Ouais. En fait, à l'USIC, on l'a collé au paquet qu'on met après la coro, le paquet de surveillance post-coro. Ouais. Alors, c'est super, mais concrètement, elles ont vraiment le temps de le faire? Alors, la plupart du temps, on commence beaucoup dans le service d'USIC. La plupart du temps, en service, elles ont moins le temps, du coup, voilà. C'est encore, on travaille encore dans ce sens-là pour motiver les collègues. Est-ce que vous avez pensé à le mettre en format digital, votre livret cœur, pour que le patient puisse sortir avec, comme c'est sur smartphone, on l'est tout le temps, ils peuvent le revoir après derrière? Oui, je pense que ça pourrait être quelque chose de chouette pour la suite. Ouais. Ouais. Après, on a quand même beaucoup de personnes âgées aussi. Hein. Ouais, ils sont de plus en plus avec leur téléphone, smartphone. C'est vrai aussi. Ouais. Voilà. D'autres questions? Non? C'est bon? Merci beaucoup. Et on va finir avec l'équipe de Toulouse qui va nous présenter un de nos nouveaux collègues, le robot en CatLab. Donc on va voir qu'on peut travailler avec un robot. Donc merci Elsa Lemarque pour ta présentation aussi, ça marche. Bon, bonjour à tous, moi je m'appelle Elsa Lemarque, je suis infirmière à la clinique Pasteur en hémodynamique et on m'a sollicité aujourd'hui pour vous parler du robot en CatLab et du coup du rôle infirmier qui en découle. Bon, ça je passe. Donc comme chacun sait, la robotique s'est invitée depuis les années 2000 dans nos blocs chirurgicaux et c'est apparu en CatLab aux alentours des années 2011. Ce qui a profondément changé et révolutionné notre angioplastie, notre technique, qui était là jusqu'alors inchangée depuis 40 ans, malgré une épatante quantité de nouveautés dans les dispositifs médicaux, les imageries, etc. Mais ça n'a pas seulement changé notre technique, ça a aussi changé le rôle des paramédicaux. Et c'est là-dessus que je vais appuyer. Donc le robot, c'est quoi? C'est un système robotisé endovasculaire qui va nous permettre de réaliser des interventions coronariennes par le biais d'un bras articulé à distance et donc à l'abri des rayons X. Donc ça, c'est les deux robots qu'on a testés à la clinique. Vous avez le R1... On recommence. Donc je disais, le R1 de chez Robocat, c'est un robot français. Et à côté, on a le Corpat de chez Corindus, qui est un robot américain. C'est une filière maintenant de Siemens. Et je vous parlerai plus en détail de celui-là, parce que c'est celui qu'on a à la clinique. Donc comment ça marche? Alors le robot, il ne fait pas tout. Hein, donc on a quand même une préparation initiale manuelle. Le cardiologue va, dans un premier temps, placer l'introducteur, le cathéter guide, et il aura aussi préformé le guide. Ensuite, il se déstérilise, il enlève son tablier de plomb et il se met derrière les manettes, à l'abri du coup des rayons. Le robot va reproduire ses techniques à lui, par le biais de 4 grandes fonctions. Donc on a le rotate and retract, donc comme son nom l'indique, quand le guide va buter, il va être reculé puis redirigé. Le wiggles, ça va être le fait que le guide va osciller en même temps qu'il va avancer. Le spin, c'est notre fameuse rotation horaire-anti-horaire. Et enfin, le dotter, ça va être ce mouvement de va-et-vient à mesure que le guide va avancer. Mais ce n'est pas tout. On a aussi une préparation en salle qui est du coup un peu réservée aux paramédicaux. Donc nous, avec le fellow à table, on va installer le bras articulé.
Donc on a une cassette là que vous voyez là en haut en plastique transparent qu'on va insérer dans le bras. On va bien sûr faire tous les raccords, donc la pression artérielle, l'injecteur. On placera ensuite notre catéguide dans le robot. Et après, il y a un rail en fait au milieu de la cassette où on va pouvoir insérer, faire glisser nos guides, nos ballons et nos stents. Donc pour que ça soit un peu plus explicite, je vous ai mis une petite vidéo. Donc avec le robot de Corindus. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est notre bras articulé et la cassette qu'on met là stérile, c'est ce plastique-là transparent. Donc là, au milieu, vous voyez, il y a une espèce de rail et tout autour, il y a des petites molettes qui font avancer le matériel. Ça, c'est les commandes du cardiologue. Donc là, c'est derrière une vitre plombée. Nous, il est carrément en dehors de la salle. Ah, il y a eu un bug. Du coup, il y a des dispositifs qui sont propres au robot. Donc, il a sa propre valve hémostatique. Voilà. Ah, décidément, il y a des problèmes. Ah bah, ça fait pareil. Ah, c'est bon. Bon, alors là, du coup, on a loupé quelques petits passages. On met notre valve hémostatique dans le robot. Ensuite, on va sécuriser notre cathéter guide à l'aide d'un tube qui est raccordé à l'introducteur. Et on verrouille notre cassette. Donc là, dans le film, je présume que l'homme, c'est le cardiologue et à côté, c'est l'infirmière. Nous, le cardiologue est déjà parti depuis longtemps et c'est l'infirmière et le fellow qui font tout ça. Donc voilà les commandes. Donc il s'appuie sur les deux manettes, là, la grise et la verte. Donc la grise, c'est le cathéter guide et la verte, c'est le guide qu'on fait avancer. C'est tactile, c'est hyper intuitif. En plus, on a un petit schéma qui nous dit comment faire. Voilà, là, elle est en train de mettre son guide dans la cassette. Et une fois qu'elle a terminé, elle ajuste le paravent et elle s'écarte. Nous, en plus, chez nous, on a une vitre plombée où on se met derrière pour être encore plus à l'abri. Et le cardiologue commence sa dilatation. Voilà. Magnifique dilatation de la circonflexe. Donc là, c'est ce que je disais. Il joue en fait avec ses joysticks. Il fait avancer ou reculer le guide. Là, l'angioplastie est terminée. On a fini. Et c'est encore une fois au paramède de désinsérer en fait tout le dispositif du robot. Donc c'est là où on va parler de ce fameux nouveau rôle des paramédicaux. Donc clairement, là vous l'avez vu, finalement de deuxième à troisième main, on passe carrément en première main. Donc on acquiert vraiment une nouvelle dextérité. On doit être en mesure de maîtriser les points fixes retraits, d'insérer les ballons, de manipuler les stents. On doit aussi, parce que chez nous, en fait, le cardiologue n'a accès que à l'Arcus et en fait au robot. Donc en plus, on ajuste la table d'examen en fonction des incidences. Et en plus de ça, on peut aussi être amené à user de la scopie pour vérifier qu'on n'ait pas fait bouger le guide. Donc là, vous voyez ma collègue en action sur les photos. Donc les avantages des paramédicaux, très simplement, comme on le disait, là vous avez la vitre plombée, on prend quand même beaucoup moins de rayons puisqu'on n'est pas au premier plan à table. Ensuite, c'est l'apprentissage de cette dextérité qui est clairement une valorisation énorme de nos compétences en termes d'enrichissement de nos pratiques. Bien sûr, il y a une relation de confiance aide opératoire et opérateur qui est accrue parce que on est ses yeux et ses mains, donc il faut qu'ils puissent nous faire confiance. Et après, moi, ce que je trouve hyper intéressant, quand on est derrière la vitre plombée, finalement, on a un autre regard sur ce qui se joue en salle. On a un œil sur le malade, on a un œil sur l'intervention, mais aussi sur le scope. Et je trouve qu'on a vraiment une vue d'ensemble, autre que quand on est à table et qu'on a un peu la tête dans le guidon.
Les avantages de l'opérateur, bon, bah, on l'a vu, hein, il est tranquille, sans son tablier de plomb assis derrière ses manettes. Hein, donc, on diminue le risque musculo-squelettique, l'exposition aux rayons, et puis bien sûr, bah, il bénéficie de cette précision robotique. Les avantages du patient, donc un peu pareil, il va bénéficier de l'angioplastie de précision, donc une angioplastie plus rapide, donc il prendra moins de rayons. Et après, ce qui est hyper aussi intéressant, c'est l'accessibilité à des soins à distance. Bon, bien sûr, c'est assez récent, donc il y a quand même des limites. Il faut évidemment un personnel formé, que ce soit cardiologue ou paramédicaux. Ça s'acquiert quand même au fil du temps. Plus on s'exerce, en fait, et plus on devient performant. Les abords sont quand même limités, parce qu'en fait, on a un bras articulé qui peut avancer et s'incliner. Il ne peut pas aller de gauche à droite. Donc forcément, pour les abords gauche, par exemple, parce que nous, notre salle, elle est vraiment faite pour que les abords droits, c'est compliqué. Il faut bidouiller soit le positionnement du patient, ou sinon, ce n'est pas possible. L'incompatibilité avec certains dispositifs, on ne peut pas encore se servir, par exemple, de rotablator ou d'imagerie type Livus, voilà, ou de microcathéter, tout simplement. Les angioplasties complexes, bah, c'est pareil. Par exemple, sur les bifurcations, comme le robot, on va pouvoir jouer qu'avec un seul des guides. On ne va pas pouvoir, par exemple, faire de kissing, ou alors il y aura une partie manuelle et une partie robotisée. Mais on ne pourra pas jouer en même temps sur 2 guides à la fois. Le coût, hein, évidemment, ce n'est pas à la portée de tous les centres. Et après, ce qui revient souvent chez nos cardiologues, c'est cette absence de sensibilité. En fait, ils n'ont pas du tout la même sensation du bout des manettes que quand c'est au bout de leurs doigts. Et pour conclure, le robot, il révolutionne pas seulement l'angioplastie, il révolutionne considérablement le rôle des paramédicaux. Il enrichit énormément nos pratiques, il nous met au cœur de l'action, en espérant peut-être un nouveau statut dans notre fonction. Voilà, merci. Merci Elsa pour ta présentation. Alors moi j'ai 2 questions. Vous avez réellement vu pour vous les paramédicaux une diminution des rayons, parce que pour les médecins ça c'est indéniable vu qu'ils s'en vont de la salle. Mais vous, est-ce que sur votre PCR, il a vu que sur votre dose de rayons il y a un impact? Et la deuxième chose, on a fait de la simulation juste avant. Est-ce qu'avant d'utiliser ce robot en vrai sur les patients, les médecins ont pu s'entraîner, et même vous, en simulation Alors oui. Alors déjà, pour les rayons, on ne l'a pas vraiment calculé, mais quand on est derrière la vitre plombée, normalement, on prend quasiment rien en termes de rayons. Et ensuite, l'entraînement, oui, on a du coup les labos qui sont venus nous entraîner, qui ont alors c'est pas des simulateurs informatisés, enfin robotisés, mais on peut s'entraîner sur les cassettes, etc. Et même les cardiologues, avec les manettes et tout, ils s'entraînent, bien sûr. Ouais. Et comment ils ont réagi, les patients qui ont eu déjà des angioplasties avec un opérateur humain, et pour qui après on leur dit ça va être un robot qui va assister le cardiologue international pour cette intervention? Bizarrement, le robot, c'est un peu rentré dans nos mœurs, donc ils ne sont pas inquiets. En fait, pour eux, c'est quelque chose de, je dirais pas normal, mais ils savent que ça existe dans les blogs, donc non, ils sont pas franchement inquiets. Hein. J'ai pas eu cette impression. Je ne sais pas si vous connaissez le docteur Fajadé. Depuis qu'on est passé au robot, quand il était encore là, c'était beaucoup plus calme en salle. Donc plus appréciable pour les patients. Et pour le paramètre à côté, il y a l'opérateur. Oui, nous, on est habitués. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, ah si. En fait, nous, à la clinique Pasteur, on a la chance d'avoir des anesthésistes. Donc, s'ils veulent, on peut leur faire des sédations, mais comme toutes les coraux, en fait, non robotisées. Donc, s'ils veulent voir, s'ils ne veulent pas voir, ils sont sédatés ou pas. Et nous, on n'a pas d'anesthésiste en salle, donc non, mais ils sont juste une anesthésie locale et un peu de Calinox si besoin, s'ils sont stressés, mais sinon, ils n'ont pas besoin de dormir. Et moi, j'ai juste une question. Il n'y a pas plus de risque, finalement, avec le robot qu'avec l'humain? Non.
Oui, bien sûr. Après c'est pas, on lance pas les paramètres ou même des cardiologues novices en fait là-dedans. On prend déjà des personnes qui ont un petit peu de bouteille, quoi. Okay. Ouais. Et puis après, voilà, il y a pas mal d'entraînement. Je rebondis sur la sédation. On a aussi les masques de réalité virtuelle depuis peu. Oui, après il y a des patients qui le supportent plus ou moins, qui ont, c'est plutôt contre-indiqué sur les personnes qui ont des troubles de claustrophobie et autres choses de cet acabit. Merci beaucoup pour toutes ces présentations très intéressantes. Et pour aujourd'hui, les sessions paramédicales, c'est fini, mais on vous retrouve demain pour le Speed Data, demain après-midi. On compte sur vous, ça va être des présentations de cas concrets, des échanges très intéressants. Et le vote, on aura besoin de vos votes, c'est pour ça que vous soyez nombreux pour les présentations et pour les orateurs qui auront présenté. Donc on compte sur vous demain après-midi pour le Speed Data paramédical.